M'excuser, j'ai parlé pendant 30 minutes de 7 films environ qui m'ont marqué et pour que cette vidéo soit la plus complète que possible, elle dure malheureusement 22 minutes, j'en suis vraiment désolée et j'espère que cela ne va pas trop vous déranger pour le visionnage de cette vidéo. Bon visionnage. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc comme vous avez pu voir dans le titre, ça change un petit peu de d'habitude puisque je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Alors, je sais pas quoi, à l'heure actuelle quand je filme, je sais pas comment je l'aurais appelé, mais je tenterai plus l'idée dans les films, films qui m'ont marqué ou top 7, parce que je crois qu'il y a 7 films qui m'ont marqué, si on peut dire ça comme ça, puisque ce sont des films que j'ai adorés, que j'adore toujours et que je pense que j'adorerai toujours. Et alors peut-être que la liste de films que j'aurais choisi ne vous convient pas, voilà, je peux le comprendre totalement. Moi ce sont des films qui sont soit m'ont marqué parce que je les adore et surtout il y en a un en fait qui m'a fait rire et que j'ai revu des dizaines de fois. Il y en a aussi quelques-uns qui sont un peu plus dramatiques si on peut dire, en tout cas qui sont un peu plus sérieux et qui m'ont marqué, je veux pas dire psychologiquement, mais qui ont peut-être intérieurement fait quelque chose sur moi. Alors, je vous expliquerai peut-être au moment venu avec le film, enfin les films, voilà. Mais ouais, je pense que ce sont des films qui m'ont marqué à différents niveaux. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer. Alors on va commencer par le premier film. Alors il y en a, je crois qu'il y en a deux. Il y en a un, c'est sûr, c'est les années 80. Et je pense qu'il y en a un autre aussi où c'est vers les années 80, mais sinon, 90, pardon. Sinon, tout le reste, c'est un peu plus récent quand même. Bref, je commence par le premier. Alors, certaines personnes qui me connaissent, deux en particulier, savent que je l'adore. Mais je l'adore. Il y en a une personne qui est moins d'accord avec moi, mais bon, voilà. Ce sont Les Visiteurs. Donc, c'est français. De Jean-Marie Poiret, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est un film. Les deux premiers, Les Visiteurs, ne sont pas nés d'hier, et Les Visiteurs, le couloir du temps, les couloirs du temps. Ce sont vraiment les deux premiers le premier a bien fonctionné, le deuxième aussi. Alors celui en Amérique, je ne le compte pas, parce que celui-là, non. Et alors le troisième qui est sorti en 2016, bon, il est regardable, mais voilà. Ça n'égale pas le premier aux années où ça a fait vraiment le succès du film. Moi, je me base sur le premier et le deuxième principalement. Voilà, ce sont des films que j'ai adorés, non mais très sérieusement, je ne déconne pas, que j'ai vu facilement 15 fois. Je les ai vus 15 fois, en plus je les ai découverts que très récemment. Ça date normalement des années 90. Le premier, je crois que c'est 92. 92-93. Voilà, je les ai connus qu'il y a 3 ans, 3-4 ans peut-être. C'est pas énorme, hein. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je pense que c'est principalement Christian Clavier que j'ai adoré parce que c'est toujours un acteur, peut-être mon acteur préféré dans le français, comédie française en tout cas. Ce sont ses mimiques, sa façon de parler, tout fait rire. Peut-être pas pour tout le monde, je vous l'accorde complètement, mais alors pour moi, enfin voilà, Christian Clavier est un très très bon acteur, que ce soit c'est vrai que je le connais plus dans les comédies que dans les films un peu plus sérieux, mais dans la majorité de ses comédies, je l'ai adoré. Hein. Donc voilà, franchement, ce sont les deux premiers Visiteurs, ce sont les Visiteurs, quoi. Ouais. Au deuxième film, également français, qui est sorti bien plus récemment, c'est Cézanne et moi, qui est sorti en 2016, je crois, réalisé par Daniel Thompson, si ma mémoire est bonne, avec Guillaume Gallienne et Guillaume Canet. Ce n'est pas du tout une comédie, c'est plutôt un biopic qui retrace la vie de Cézanne, Paul Cézanne, le peintre, et Émile Zola, qui étaient amis étant jeunes et qui sont restés amis jusqu'à un bon moment.
Mais tous deux ont été amis et se sont confrontés dans leurs idées, puisqu'il y en a un qui était peintre, l'autre qui est devenu écrivain. Émile Zola a commencé sa vie pauvre, on peut dire. Il a fini à un très très bon sommet. À l'inverse, Paul Cézanne avait une famille plutôt assez aisée. Et donc a bien commencé et a plutôt mal fini dans sa vie. Et je pense qu'à l'époque, c'était pas du tout quelqu'un de très facile à vivre. Et on le remarque dans le film, et je pense que le film l'a merveilleusement interprété pour ça. Il voulait imposer ses idées, malheureusement, il était peut-être trop en avance pour son temps. Et donc ça n'a pas tellement fonctionné, il s'est mis énormément de personnes à dos. Alors qu'Émile Zola a plutôt suivi quand même son époque. Et en plus c'est le chef de file du naturalisme, donc voilà, franchement il a très bien réussi sa vie. Voilà, il a des bouquins connus, peut-être pas mondialement, mais en tout cas pour la France, ça fait partie du patrimoine français. Ce sont ses romans, ses nouvelles, je crois qu'il n'en a pas très beaucoup fait, mais ce sont ces romans qui font partie de la France, et c'est plutôt beau. Et je trouve que voilà, le film représente bien ça. Il peut ne pas plaire à tout le monde, hein, ça je vous l'accorde aussi. C'est français, pour ceux qui ne sont pas fans des films français, voilà, c'est pas un film flambeau. Mais pour apprendre des choses sur Émile Zola et sur Paul Cézanne, sachant que moi Paul Cézanne je ne le connaissais absolument pas, même pas Cézanne de nom, le peintre je ne le connaissais pas. Et je l'ai connu grâce à ce film. Après voilà, j'ai eu la curiosité moi-même de rechercher qui il était, quelles œuvres il a fait. En fait, je pense que c'est un film qu'on peut voir pour apprendre des choses sur deux personnages de la France, la littérature française et de l'art français. Voilà, c'est un film franchement qui peut être à voir. Bon, alors je vais finir par le dernier français, comme ça va être rapide. Alors c'est Un dimanche à la campagne. Là il peut vraiment ne pas plaire à tout le monde, hein. C'est pas beaucoup d'action quoi. Alors c'est sorti c'est très vieux hein, comme film. C'est un film qui date de 84, c'est assez vieux hein. Mais alors, je l'aime bien. Ouais, il se laisse regarder hein, mais il m'a marqué, c'est l'histoire en elle-même qui m'a marqué, parce qu'elle est touchante et elle est triste. Tout simplement parce que c'est un père de famille qui se retrouve seul dans sa maison à la campagne. Et un dimanche, sa famille vient le voir, c'est son fils, je crois, juste son fils, et sa femme avec ses 2 enfants, je crois, viennent le voir pour passer donc un dimanche à la campagne. Et grâce à sa famille qui vient le voir, il existe, il réexiste. Voilà, il joue avec son fils, ses petits-enfants, sa belle-fille. Voilà, il existe grâce à ce moment qu'il partage avec sa famille. C'est très beau, très très honnêtement, c'est très beau. Et la fin est triste, voilà, elle est touchante, parce que quand tout le monde repart chez soi, je crois qu'ils habitent à Paris, quand ils repartent chez eux, le père de famille se retrouve seul, avec sa maison, sa campagne, tout ça, il se retrouve seul, et c'est quand même touchant et triste. Et on peut facilement quand même s'identifier au père de famille qui vit seul avec sa domestique depuis la mort de sa femme. Voilà, c'est touchant quand même. Alors, 2 films que je rejoins, sortis en 2014, je suis ma mémoire bonne, 2014-2015, les deux, enfin entre les deux en tout cas. Alors le premier que j'ai connu, c'est Une merveilleuse histoire du temps, et le deuxième, The Danish Girl. 2 films avec les deux mêmes acteurs, pardon. C'est Eddie Redmayne, si ma mémoire est bonne, je crois que ça se dit comme ça.
Alors dans Une merveilleuse histoire du temps, il interprète Stephen Hawking. Stephen Hawking qui est toujours vivant. C'est un philosophe, enfin un physicien, théoricien, cosmologiste, je crois. Enfin, c'est lui qui a découvert la théorie du trou noir dans l'espace, dans l'univers plus exactement, et qui a eu une maladie très très jeune pendant ses études. Il est atteint de la maladie de Charcot. Voilà, c'est la maladie de Charcot. Alors, ne me demandez pas le nom complet, je ne le connais pas, mais cette maladie attaque les neurones moteurs, ce qui fait qu'il ne peut plus marcher, qu'il ne peut plus se servir de ses mains, de ses bras, il ne peut plus parler non plus. C'est lui-même d'ailleurs qui est un peu le premier à avoir utilisé ça. C'est un ordinateur qui retranscrit ce qu'il veut dire, mais oralement. Et pour le coup, ce film donc retrace sa vie, sa théorie sur le trou noir, les trous noirs même, je crois, dans l'univers. Ce film est inspiré du livre que sa première femme a écrit, avec qui il a eu un enfant. Oui, je crois qu'il a eu un enfant. Ne me demandez plus non plus le titre du livre. Je ne sais plus, mais en tout cas le titre du film, le français en tout cas, parce que le titre anglais c'est The Theory of Everything, je crois. Et donc le titre français représente le titre anglais du livre que Stephen Hawking a lui-même écrit, A Brief History of Time. Voilà, je cherchais le mot. Donc une brève histoire du temps, ce qui a été transformé en une merveilleuse histoire du temps. Et donc c'est un très très beau film, très positif en tout cas pour Stephen Hawking qui a, malgré sa maladie, est encore en vie, a prouvé sa théorie et maintenant est connu mondialement, je pense. Et grâce à ce film, je l'ai connu en tant qu'homme et ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu. Et voilà, c'est un très très beau film. Et donc The Danish Girl, c'est également un biopic sur une Danoise, un Danois, Erne Weiner, je crois, Lily Helbe, qui est devenue Lily Helbe. Alors si vous l'avez bien compris, c'est un Danois qui est devenu une Danoise pour la première fois, qui a subi une opération chirurgicale pour devenir une femme. Donc c'est le premier à avoir subi cette opération. Malheureusement, il en est mort. Ou elle en est morte, enfin voilà. 3 mois après la deuxième opération. Et le film, voilà, représente comment cet homme a voulu devenir une femme, comment c'est parti et jusqu'où ça a été. Malheureusement, il en est mort. Et c'est quand même une belle histoire, parce que voilà, encore une fois, ça représente la vie d'une personne qui par des convictions, a voulu faire quelque chose, enfin, en tout cas, a voulu devenir quelque chose, puisque cette personne, le Danois Erne Weiner, je crois, était peintre, ainsi que sa femme. Et sa femme, grâce à Lily Helbe, ce qui est devenu Lily Helbe, a fait de magnifiques portraits d'elle, de lui, et a connu un succès, hein. Mais malheureusement on est mort, et c'est dommage. C'est dommage parce que ça prouve au moins à des hommes qui veulent devenir une femme que maintenant, à notre heure, en 21e siècle, putain, je sais plus par qu'il est. Au 21e siècle, c'est possible. À l'époque, je sais plus du tout quand est-ce que c'était. Donc c'est au début du 20e siècle, donc à son époque. Voilà, ce genre d'opération n'était pas faite. Donc c'est le premier à l'avoir expérimenté et ça n'a pas tellement bien réussi, mais bon. Voilà. C'est quand même un bon exploit. Et l'acteur, Eddie Redmayne, je crois. Enfin, de toute façon, vous voyez à peu près à quoi il ressemble, hein, maintenant que je vous vois depuis le début des photos et tout ça. Merveilleusement interprété ce rôle et avec très très peu d'humilité, il est devenu une femme et
très honnêtement, maquillé, une fois maquillé, habillé, tout ça, il ressemble vraiment à une femme. Voilà, alors c'était fait exprès, hein, bien sûr, mais voilà, il a bien interprété ce rôle. Avant-dernier film, c'est Fenêtres secrètes ou Secret Windows en anglais, hein, avec Johnny Depp. Alors c'est sorti en 2004, je crois, et c'est un film très compliqué. C'est un écrivain qui a écrit un livre et qui est en plein divorce avec sa femme, qui a un amant maintenant, enfin qui avait un amant et qu'elle l'a toujours. Voilà, il est en plein divorce et il reçoit la visite de quelqu'un qui l'accuse de plagiat sur un de ses livres qu'il avait déjà écrit. Et donc s'ensuit de différents stratagèmes pour voir qui cet homme est, si ce qu'il dit est vrai. Voilà, c'est Johnny Depp qui va donc toutes ces enquêtes et tout ça. Et malheureusement, on le voit à la fin, il est devenu fou puisqu'il est atteint du syndrome ou de la maladie, enfin je sais pas comment on dit, c'est le trouble dissociatif de l'identité. Un peu comme le film Split là, qui est sorti récemment, bon là il en avait qu'une. Hein. Et en fait, il s'est réinventé une vie avec une autre identité, l'identité de l'homme qu'il accusait de plagiat. Et donc, à cause de ça, à cause de ce trouble dissociatif de l'identité, il tue sa femme, son amant, qui est accusé par la police, hein, mais je crois que si ma mémoire est bonne, il n'a jamais été emprisonné, enfin c'est un film, hein, c'est fictif, mais il n'a jamais été emprisonné et il a enterré les deux corps dans un champ de maïs, donc impossible de le retrouver. Voilà, alors, voilà pour l'histoire, à peu près. Alors en quoi, s'il est compliqué parce que jusqu'à la fin on ne sait pas réellement ce qui se passe, pourquoi il est accusé de plagiat, si tout ce que l'homme qui l'accusait dit vrai. Voilà, c'est une réflexion hein, qu'on peut se poser puisque il était atteint d'un trouble dissociatif de l'identité et dans ce film ça a été dangereux pour 2 personnes. Voilà, c'est un film avec une réflexion. Alors, on pourrait, moi j'ai un petit peu associé avec ça, c'est le film Shutter Island avec Leonardo DiCaprio. Alors c'est pas tellement, enfin si c'est un petit peu pareil parce que Leonardo DiCaprio dans un hôpital psychiatrique s'est réinventé une autre vie en tant qu'inspecteur. Et il inspecte dans son propre hôpital psychiatrique, donc bien sûr les médecins ont joué le jeu, jusqu'à ce qu'il se rende compte de ce qu'il a réellement fait, c'est-à-dire il a tué sa femme, ou il a tué ses 3 enfants, sa femme, enfin c'est quelque chose comme ça, et donc il est devenu fou, hein. Et donc voilà, c'est pourquoi j'ai un petit peu, je peux rassembler ces 2 films ensemble, puisqu'ils traitent à peu près la même chose, et c'est pas mal, ils sont pas mal, ils m'ont marqué, parce que c'est quand même de la réflexion qu'il faut se faire par rapport au film et par rapport à soi-même pour découvrir ce qui se passe dans le film. Et enfin, le dernier film, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Alors celui-ci aussi est très connu, donc assez vieux, hein. C'est avec Robin Williams, qui est malheureusement maintenant mort. Et il incarne un professeur d'une école prestigieuse pour garçons, dans la médecine, enfin c'est principalement des personnes qui vont devenir connus par la suite, donc en tant qu'avocat, en tant que médecin, en tant que mathématicien, enfin tout ce genre de métier. Et Robin Williams incarne un professeur de littérature et il va faire découvrir la vie, enfin la littérature à sa classe de garçons. De jeunes hommes plutôt, et donc il va la faire découvrir mais pas d'une façon traditionnelle dans une classe où on s'assoit, on écoute simplement les profs. Là il va faire participer les élèves, il va les faire sortir dehors, faire des activités, créer des poèmes, découvrir
Carpe Diem en particulier, enfin c'est comme ça que ça commence avec Carpe Diem. Profite de l'instant présent, je crois que c'est ça la traduction. Et voilà, malheureusement la fin est triste parce que il y a un élève qui ne souhaite pas faire les études que son père lui ordonne de faire et il veut devenir comédien. Et il se tue parce que son père refuse catégoriquement et voilà, il se tue, il se suicide. Une balle dans la tête, je crois. Et donc voilà, à cause de ça, Robin Williams, donc le prof, est viré. Elle est triste parce qu'un élève meurt. Et elle est belle parce... Enfin, la fin est elle est belle parce qu'elle... à la fin, tout à la fin, ses élèves, quand il est en train de partir, faire ses bagages, enfin, prendre ses affaires de prof, il s'en va et ses élèves montent sur les tables et disent « Au capitaine, mon capitaine ». Donc sa phrase culte dans le film. Et voilà, et ils montrent leur gratitude par rapport au prof. Et c'est quand même une belle histoire. Voilà, alors je sais pas du tout combien de temps la vidéo dure. Je sais pas si je vais arriver à la couper correctement pour éviter que ça soit trop long. Mais si c'est trop long, je vous m'en excuserai. Alors j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé de films qui m'ont marqué, 7 films qui m'ont marqué. Donc à différents niveaux. J'espère que je vous ai fait peut-être découvrir certains films qui maintenant vous tentent de regarder. J'espère que je vous en ai fait redécouvrir certains et que je vous ai fait peut-être changer d'avis sur certains a priori que vous avez sur certains films. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. Must be something underneath. Take two. I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, 'cause when your head's right, you take your time. There's something about the love of things you like.